On fait souvent remonter l'histoire du sport moderne à partir des années 1870, plus généralement on dit la fin du 19e siècle, étant donné qu'il s'agit d'un moment où la France et plus globalement l'Europe commencent à dynamiter ses pratiques sportives, étant donné de différents phénomènes, notamment guerriers. En effet, en 1871, nous avons la constitution de la Troisième République en France, qui est liée à la défaite de la France contre la Prusse et la chute de Napoléon III. Donc, étant donné cette défaite de la France, visible notamment à travers le célèbre épisode de la Commune, vous avez le développement d'une volonté de faire en sorte que les jeunes hommes, globalement, soient forts physiquement pour pouvoir vaincre la Prusse, donc la Nouvelle-Allemagne, si le cas de figure se représentait. Donc il y a un intérêt accru qui se développe pour plutôt l'éducation physique que le sport. Donc il s'agit finalement d'une période qui est quand même assez pauvre en termes de relations entre sport et politique. Comme je viens de vous le dire, le travail est surtout effectué du point de vue de l'EPS, donc qui s'appelle à ce moment-là de la gymnastique, et que vous verrez en L2. Le sport est organisé localement et pas par l'État, donc on voit finalement une forme de différence entre les buts affichés de volonté de reformer la race française et finalement l'entrain réel de l'État. Et c'est donc finalement au bon vouloir des municipalités, et donc du coup, il n'y a pas grand-chose de concret qui se met en place dans cette période-là. Ce sont surtout les associations bourgeoises, dont on a déjà parlé, ou les riches personnes qui financent des infrastructures. Il faut quand même souligner qu'en 1901, il y a la célèbre loi sur les associations, que vous connaissez sans doute déjà. Même si elle ne concerne pas directement le monde sportif, elle le contraint tout de même, dans le sens où les associations constituées avant doivent se conformer à cette nouvelle loi. Cependant, cette nouvelle loi, elle agit quand même comme un dynamiteur qui explique l'essor de l'associationnisme. Et enfin, on a également un élément politique intéressant et important que nous pouvons citer, puisqu'il s'agit de la création du Comité international olympique, le CIO, en 1894 par le baron Pierre de Coubertin. De là, en France, il y a deux organismes qui se créent dans le but de gérer les athlètes et les fédérations olympiques. À partir de 1908, vous avez le Comité national des sports qui est constitué, et en fait il entre en conflit direct avec le Comité olympique français, qui est lui constitué dès 1894. Pour autant, ce dernier, le Comité olympique français, il ne devient stable qu'en 1913. Avant cela, le comité naissait avant les Jeux et disparaissait juste après. Ces deux organismes ont pour but de représenter les fédérations sportives auprès des pouvoirs publics. Elles sont en divergence au départ à cause notamment de la figure de Pierre de Coubertin, et il y a la création donc de ces deux entités, et elles finissent rapidement par fonctionner ensemble en ayant le même président à partir de 1913, et donc donner plus tard la naissance du CNOSF en 1975. Donc on est encore assez loin de cette fusion. La période de la Première Guerre mondiale peut être intéressante à étudier, mais en dehors du thème du sport et de la politique. Nous reviendrons dessus lors des CM sur l'évolution du champ sportif. Les années 20 sont appelées les années folles, en raison d'une activité intense d'un point de vue à la fois social, culturel et artistique. Nous y reviendrons en temps voulu une nouvelle fois, mais il s'agit aussi d'une période importante pour le développement du sport. Il faut déjà avoir en tête que c'est la première fois dans l'histoire politique et sportive que l'on voit pour l'idée même d'une politique sportive. En effet, les besoins sont de plus en plus importants pour répondre à une massification des pratiques et au développement du sport-spectacle. À la Libération, l'action de l'État est rendue difficile par un certain nombre de points. Les compétences étatiques en matière de sport et d'éducation physique sont dispersées entre différents ministères. En 1918 est créé un comité national d'éducation physique et sportive et d'hygiène sociale, confié à Henri Pathet.
Les crédits dédiés au sport et à l'activité physique sont dispersés dans plusieurs ministères, ce qui rend difficile la réalisation d'une politique à grande échelle. À partir de 1919, la loi Cornudet oblige les communes à réaménager leur espace urbain dans un délai de 3 ans. Les équipements sportifs entrent progressivement dans les programmes des candidats aux élections locales. C'est donc le début d'un enjeu politique central. Les politiques municipales prennent alors le relais de l'initiative privée, mais elles imposent des choix qui sont souvent plus portés par l'ambition d'éduquer la jeunesse que pour promouvoir le spectacle sportif. C'est par exemple déjà le cas à Lyon, où le maire radical Édouard Herriot fait construire le premier stade municipal du pays dans le quartier de Gerland en 1913. Le maire inscrit la multiplication des gymnases et des stades comme objet du développement social de la population lyonnaise. Le stade Gerland est inauguré en 2 temps, en 1919 et en 1926. L'objectif du maire de Lyon est double, faire la promotion internationale de Lyon en tentant d'obtenir par 2 fois l'organisation des Jeux Olympiques et lancer une politique d'éducation physique à visée hygiéniste dans cette métropole industrielle, complétée en 1931 par la construction du bassin nautique. En effet, pour Herriot, construire un hôpital, c'est de l'assistance, construire un stade, c'est de la prévoyance. En 1929, les parlementaires se préoccupent de la question. Les préfets sont saisis et les premières statistiques demandées révèlent que la France compte alors 90 cm² de terrain de jeu par habitant contre 3 m² en Allemagne. De nombreuses villes se mettent alors à construire des stades, comme à Marseille en 1935 avec la construction du stade Vélodrome ou à Grenoble en 1937. Ou également à autoriser les industriels à le faire, comme pour l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. À Paris, il y a également quelques réalisations, comme une piscine couverte ou un stade nautique olympique pouvant accueillir des spectateurs. C'est surtout dans la banlieue que les équipements se développent. On parle alors de banlieues rouges, qui sont des villes gérées par les maires communistes. On parle aussi parfois de concurrence entre les villes, notamment le cas avec la ville de Villeurbanne qui entre en concurrence avec Lyon pour les piscines. On parle de concurrence parce que les maires tentent d'attirer des contribuables en leur proposant des infrastructures dont ils pourraient avoir besoin. Pour le sociologue Jean-Paul Khaled, l'offre municipale est susceptible de stimuler la demande sociale de la pratique sportive et donc de devenir un outil de prestige local. Cette idée se traduit d'ailleurs donc directement dans les difficultés que connaissent les comités d'organisation des Jeux Olympiques pour construire les infrastructures nécessaires, notamment pour Chamonix et Paris. En effet, les maires de Paris, Colombes et Grenoble, qui accueillent des épreuves des Jeux Olympiques de Chamonix de 1924, financent en partie ces Jeux Olympiques qui ont lieu sur leur territoire. C'est la première fois que le ministère de l'Instruction publique finance des infrastructures sportives et tous proposent une subvention à hauteur de 10 000 francs. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est Chamonix qui engage la majeure partie des frais puisqu'ils ont compris tout l'intérêt de cet événement sur le tourisme de leur ville. Cette dernière construit alors la plus grande patinoire artificielle du monde, un tremplin de saut, des pistes de bobsleigh et de luge qu'elle s'engage à garder et à entretenir sur une durée de 30 ans. Les créations coûtent plusieurs millions de francs et le comité olympique français, dont on a parlé dans les précédentes slides, ne verse que 25 000 francs alors qu'ils en avaient promis le double. Pour les Jeux d'été, il y a le même problème qui se pose puisque la subvention de la ville de Paris n'est pas à la hauteur des ambitions des organisateurs qui souhaitent alors notamment la création d'une enceinte de 100 000 places. Les dirigeants du Racing Club de France sauvent alors les Olympiades en proposant la mise à disposition du terrain de Colombes contre le versement de 50% des recettes. En 1932, il y a une réforme sociale qui est lancée par Tardieu,
président du Conseil, donc qui est finalement le chef du gouvernement sous la Troisième République, et qui tente de faire passer le budget annuel d'aide à la construction des stades de 10 à 50 millions de francs. Et il décide d'intégrer des personnalités compétentes dans les services dédiés. Avec le Front populaire en 1936, on voit le développement d'une politique en faveur des loisirs et du sport. Déjà, c'est la première fois que le sport et l'éducation physique bénéficient de ministères entièrement dédiés et de ce fait également de postes budgétaires. Donc on voit passer le budget de 25 à 39 millions de francs sous le Front populaire qui sont dédiés au sport mais également à l'éducation physique. Un certain nombre de politiques sont alors mises en place en faveur des loisirs dont le sport prend une grande place. Par exemple, le 10 juin 1936, Léo Lagrange définit sa politique de la manière suivante. Notre but simple et humain est de permettre aux masses de la jeunesse française de trouver dans la pratique des sports la joie, la santé et de construire une organisation de loisirs où les travailleurs puissent trouver une détente et une récompense à leur dur labeur. Nous voulons que l'ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de leur dignité. Le Conseil supérieur des sports est alors créé. Il a pour mission une action pour l'équipement, le soutien d'une politique municipale. On voit également la création du brevet sportif populaire qui a pour but d'évaluer les aptitudes physiques, motrices et sportives de la jeunesse. Ils sont jugés par des fédérations, des conseils départementaux des sports, des universités ou l'armée. Ce brevet est réellement créé en lien avec une volonté de formation physique de la jeunesse. Léo Lagrange commande rapidement un inventaire national des infrastructures sportives en France et se rend compte qu'il y en a moins de 7000 disponibles sur le territoire français. Le sous-secrétaire travaille alors à la création de plans types de terrains de jeu. Il en crée 3 et subventionne leur utilisation à hauteur de 50%. Pour encourager le développement des pratiques localement, il entérine également la création des offices municipaux des sports pour une utilisation rationnelle de stades. Le rôle de ces offices est donc essentiellement une gestion et un entretien des structures. Il y a alors un accroissement de 10% de l'enveloppe budgétaire dédiée à l'équipement. De là, après le Front populaire, on voit la création d'un total de 21 parcs de sport, 33 piscines couvertes, 186 terrains de jeu et 892 terrains simples. Donc malgré le fait qu'il ne reste pas longtemps au pouvoir, le gouvernement du Front populaire est inspirateur des nouvelles politiques du sport et du loisir pour tous. Bien que Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, tente le premier essai d'élaboration d'un cadre législatif lié au sport en avril 1939, il faudra attendre bien plus tardivement pour voir vraiment un cadre à la politique sportive. Le sport se trouve propulsé au rang du prestige national, de levier de l'action diplomatique et de reflet de l'état des relations internationales. La montée des nationalismes donne aux rencontres sportives un autre point de vue, une autre tonalité. Il est maintenant question du prestige national. Premièrement, nous pouvons évoquer le cas du sport colonial. C'est durant la Grande Guerre que le sport est véritablement introduit dans les colonies françaises et surtout en Afrique occidentale et orientale. L'introduction de l'apprentissage d'exercices physiques répond alors au besoin de fortifier ce réservoir humain en améliorant la condition physique des futurs conscrits. On privilégie donc des modèles militaires et de la gymnastique pour pratiquer une préparation militaire. Le sport, et en particulier le football association, introduit par les militaires et les missionnaires, constitue le principal vecteur de l'acculturation sportive des populations africaines. De 1920 à 1937, le nombre de clubs de football existants en AOF passe de 659 à 5158. Bien que nombre d'entre eux soient
conservés et organisés par des colons ou des hommes d'église, les gouverneurs généraux se méfient des associations et fédérations africaines qui servent, selon eux, de paravents sportifs aux organisations musulmanes et subversives. Dans le département français d'Algérie, l'administration tente même d'empêcher le ressort et cherche à interdire les rencontres entre Français et musulmans. Les sportifs africains sont peu appréciés sur la scène française. Le boxeur sénégalais Battling Siki, dont je vous ai mis une petite vidéo pour connaître son histoire, bat le célèbre Georges Carpentier en 1922. Mais la presse parvient à le faire disqualifier pour des raisons obscures. Vous avez aussi l'Algérien Bouguera El Wafi qui remporte le marathon des Jeux d'Amsterdam, mais il est une nouvelle fois renié par la presse française qui remet en doute sa nationalité. Vous pouvez donc constater la force de la presse sportive dans l'entre-deux-guerres, d'autant plus que cette force de la presse est largement aussi liée à la politique, étant donné que les hommes de pouvoir étaient tous des personnes vivant dans le même cercle. Les seuls athlètes issus des colonies qui trouvent grâce aux yeux des journalistes, il n'y en a qu'un seul, il s'agit de Raoul Diagne, dont vous voyez l'image, arrière du Racing Club de Paris, sélectionné pour la première fois en avril 1935 en équipe de France de football. Cependant, il faut souligner le fait qu'il est assimilé à un Français, étant donné qu'il est étudiant et fils du maire de Dakar, qui est d'ailleurs lui-même député du Sénégal. Il est donc considéré comme un Français. En tout cas, les discours des années 30 n'empêchent pas le quotidien Loto de lancer en 1937 une campagne de prospection en AOF, quelques mois après les succès des athlètes noirs aux Jeux Olympiques de Berlin, pour dénicher les tirailleurs du sport qui pourraient relever le niveau des athlètes français. Enfin, dans les régimes totalitaires, le sport est un moyen de montrer la puissance. Et c'est exactement ce que veut faire la France à travers les initiatives de la presse qui masquent les volontés politiques, en cherchant du coup des viviers où ils pourraient trouver des sportifs de bon niveau. En Italie, c'est dès 1923 que Mussolini crée un organisme qui a pour but de relancer la pratique sportive de la jeunesse. Le contrôle sportif est imposé au moment de la mise en place de la dictature en 1925. La politique fasciste est d'abord orientée vers la masse avec la création des organisations de jeunesse. En parallèle, l'école ayant pour but de former l'homme nouveau avec la pratique d'exercices physiques, sportifs, du gym ou d'arts martiaux. De nombreux stades sont construits alors dans toute l'Italie. Le même phénomène se produit en Allemagne. L'éducation physique et le sport apparaissent comme des substituts au service militaire, puisque toute forme d'arme est interdite en Allemagne par le traité de Versailles de 1918. Les jeunesses hitlériennes sont créées en 1926. En 1933, comme en Italie, c'est le pouvoir qui place le sport sous la tutelle en gérant les fédérations. Ce mouvement sera donc le même sous Vichy, dont nous allons parler tout de suite. Le sport de haut niveau est placé comme une sorte de propagande interne et externe de la puissance des régimes totalitaires. Afin de reprendre en main la jeunesse sur le modèle hitlérien et de créer un homme capable de relever le pays, la volonté est de contrôler et d'unifier les mouvements de jeunesse. Un secrétariat général à la jeunesse est institué, dans la même logique que les nazis, et des chantiers de jeunesse s'ouvrent dès l'été 1940 et sont activement développés. Ils s'appuient tous sur le même principe, un retour à la nature, de la discipline, autorité et obéissance pour former des hommes forts au service du même idéal. Dans ce cadre, les activités physiques ont une place centrale. En plus, pour former des chefs, il y a la création de 3 écoles nationales de cadres, dont Uriage, qui est la plus connue. Ils veulent réhabiliter le sens de la hiérarchie et du devoir. Une structure de gestion du domaine sportif et de l'éducation est mise en place avec le commissariat général à l'éducation générale et sportive. Elle est gérée par Jean Borotra, puis le colonel Pasco, dans le but de contribuer au succès de la Révolution nationale. Borotra, c'est un personnage qui n'est pas méconnu des Français, c'est un mousquetaire, donc vainqueur de la Coupe Davis. Il est aussi important de souligner qu'il est un homme de droite. Avant la Seconde Guerre mondiale, il avait fait partie des mouvements
d'extrême droite, assez raciste et xénophobe. Il est pourtant assez mal vu pour les Allemands qui y voient un homme qui va à leur rencontre. Une fois qu'il passe la main au colonel Pasco en 1942, il tente de fuir en Afrique du Nord pour rejoindre De Gaulle. Il se fait arrêter et déporter. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas condamné par la justice française pour collaboration après la guerre. Le premier commissariat, c'était essentiellement sous celui-là que la structuration et les réformes ont lieu. Il est rapidement structuré en 3 directions et bénéficie de moyens importants. Il obtient 1,7 milliard de francs, soit 20 fois le budget de Léo Lagrange. Ces 3 directions sont l'éducation générale et sportive, les sports et les activités de plein air, et l'équipement sportif. Cela s'organise dans un réseau administratif national avec des directions régionales et départementales. Pendant cette période, le sport et l'éducation physique, qui est nommée éducation générale et sportive, font partie d'une politique identique, dans le but d'instiguer une discipline au service du pouvoir. C'est l'époque où l'État légifère et s'accapare ces domaines de façon autoritaire, à l'image des politiques fascistes. On a donc notamment la charte des sports, qui symbolise bien cette idée de sport sous contrôle. Le 20 décembre 1940 paraît donc ce texte fondamental sur l'organisation du mouvement sportif. Avant ce texte, le sport relevait du secteur privé, même si des décrets entre 1934 et 1938 avaient commencé à contrôler les associations recevant des subventions publiques. Le texte propose alors une réorganisation des structures et du fonctionnement des associations et des fédérations, placées sous le contrôle du Conseil national des sports. Le but est alors de concevoir le sport comme un outil éducatif et lutter contre ses déviances, professionnalisme et les tricheries. Les différents règlements sont soumis à une homologation. Avec cette charte, le regard politique devient plus radical. L'État va s'ingérer dans les affaires sportives afin de contrôler le mouvement. Le sport apparaît comme un outil essentiel de contrôle de la jeunesse, de son endurcissement et de sa moralisation. Il est donc organisé de manière autoritaire. L'étatisation complète du secteur sportif s'illustre dans 2 articles, l'article 4 et l'article 7 sur les notions d'agrément. On a également l'article 2 qui montre une accentuation du pouvoir du commissariat. Il transforme le brevet sportif populaire en BSN qui prend un caractère hygiéniste et social pour devenir un instrument de contrôle. Il devient obligatoire pour les jeunes filles de moins de 19 ans et pour les garçons de moins de 20 ans pour obtenir une licence ou faire des compétitions. Le certificat médical est également obligatoire pour passer ce BSN. Un journal unique, tous les sports, remplace les différentes publications fédérales. Pour mettre en place le projet de développement du sport, un plan d'équipement est proposé. Mais c'est un échec à cause de la pénurie et de l'économie de guerre. Jean-Louis Galesco souligne cependant que cette phase de Vichy mène à la création de nombreux terrains scolaires d'EP, d'hébertisme ou de sport. Près de chaque école, un terrain de jeu. De plus, un effort important de structuration de la formation, malgré les conditions liées à la guerre et à l'occupation, se développe. En 1940, on a droit à 645 postes sur les 1000 nécessaires à la réalisation du projet. Il y a également une réforme des structures avec la création de différentes structures, notamment pour le sport de haut niveau, avec par exemple le Centre national des moniteurs et des athlètes, dont le but est d'entraîner, de promouvoir l'élite sportive et de former un corps et de moniteurs du second degré sous le contrôle des maîtres d'enseignement général. Au fort Carré d'Antibes, véritable vitrine et laboratoire du commissariat, sur cette base que l'Institut national des sports, qui donnera ensuite naissance à l'INSEP, est créé. On a donc ensuite le second commissariat à l'éducation générale et sportive, qui débute le 18 avril 1942 au moment du remplacement de Borotra par le colonel Jep Pasco. Jean-Louis Galesco note les difficultés de mise en œuvre des mesures prises entre 1941 et 1942.
À partir de 1942, il faut également souligner que le gouvernement glisse dans l'autoritarisme. Le régime se durcit et collabore plus activement avec l'Allemagne. Laval au pouvoir, notamment avec la création de la milice, et en novembre 1942, l'envahissement de la zone libre. Ceci amène alors à un contrôle encore plus poussé du domaine sportif. Les Juifs sont chassés des stades et des compétitions. Les contrôles sont resserrés et les sanctions sont prises contre les fédérations. En 1942, c'est la dissolution de certaines grandes fédérations comme la FSGT ou l'UFOLEP. Mais pendant ces années, qui sont clairement définies comme noires, l'éducation physique et les sports évoluent nettement. L'intégration du sport dans la formation des enseignants se systématise. Les effectifs du sport fédéral et du sport scolaire continuent à progresser, même si on peut quand même introduire une forme de critique, étant donné qu'on est dans un état totalitaire, donc peut-être que les données que nous avons ne sont pas réelles. Le commissariat général joue un rôle d'informateur et de propagande du régime en place. Des conférences sont organisées, des films tels que Le Premier de Cordée en février 1944. Enfin, il faut également noter la fête du serment de l'athlète qui a lieu le même jour dans tous les chefs-lieux d'académie, qui se matérialise par une manifestation de masse organisée et qui déplace des foules importantes. Toutes ces mesures ont fortement marqué le sport, mais également l'EPS qui fonctionne à ce moment-là de manière conjointe. On assiste pendant cette période à une volonté de prendre en compte la pratique sportive, mais il y a une impuissance quant à l'application des mesures. La première impuissance est liée à des difficultés financières, bien que la France entre dans ces fameuses 30 glorieuses et qu'elle bénéficie de l'aide notamment du plan Marshall. L'essentiel de cet argent va à la modernisation et à la reconstruction de la France. Les financements pour le sport sont moindres. Preuve en est, en 1947 et en 1948, on a deux commissions qui réellement entraînent une grosse coupe dans le financement du ministère en charge de la jeunesse et des sports, puisque un certain nombre de ces salariés disparaissent. On parle alors, dans un premier temps, d'une épuration liée à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est également et largement une mesure financière. Dès 1945, l'État met le sport au programme tout de même du redressement national. On assiste à un retour aux conceptions républicaines, mais les intentions sont dirigistes. En 1944, la loi de 1901 sur la libre constitution des associations est rétablie. Elle avait été supprimée par Vichy étant donné qu'elle donnait trop de liberté aux associations. En 1945, des directions régionales et départementales jeunesse et sport sont mises en place. Elles entrent directement dans la prolongation de ce qui a été mis sous Vichy. Je vous laisserai revenir, si vous avez échappé à cette information, à la slide sur ces questions-là. On a également l'ordonnance du 28 août 1945 qui est très importante puisqu'elle est même encore en vigueur aujourd'hui et qui met en place une politique contractuelle avec les fédérations. Il y a une conformité statutaire, c'est-à-dire que les statuts sont tous les mêmes et conformes à une politique d'État, un agrément ministériel, une délégation de pouvoir, c'est-à-dire que le ministère délègue une partie de ses pouvoirs aux fédérations et aux groupements sportifs, dont les missions d'organisation des compétitions, par exemple. Le fondement de cette loi est tout de même démocratique, au contraire de ce qu'on avait sous Vichy. Il n'y a pas donc de confusion avec Vichy, mais les fédérations perdent tout de même cette indépendance importante qu'elles avaient durant la guerre. Le certificat médical devient obligatoire, comme sous Vichy. En 1946, on a la création du sous-secrétariat à l'éducation physique, au sport et au plein air, qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. En 1947, la direction générale de l'EPS et les colonies de vacances sont associées au sport, et on donne un sous-secrétariat d'État à la jeunesse et au sport au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc une séparation entre l'éducation physique, la jeunesse et les sports. En 1952, vous avez la création du corps des inspecteurs jeunesse et sport, qui sont un corps d'inspecteurs qui ont en charge de contrôler finalement les actions associatives et fédérales.
Enfin, en 1956, on a les billets SNCF collectifs plein air, puis la création dès 1958 des premières bases de plein air. Donc on voit une politique incitative, même s'il y a des difficultés sur le terrain. En conclusion, on a une politique qui est finalement peu ambitieuse. Vous voyez, il y a certaines petites choses qui sont mises en place, mais pas de grandes mesures phares comme nous le verrons par la suite. Mais la 4e République élabore une politique publique du sport, et c'est la 5e République qui la mettra en œuvre. Donc finalement, si vous voulez imager cela, la 4e République est la piste de lancement d'une politique sportive de masse mise en œuvre, celle-ci, par la 5e République. Donc on a évoqué rapidement dans le contexte le fait que le sport devient un atout majeur dans cette période. Il faut commencer donc en évoquant les mesures politiques en faveur du sport et du rapport entre le politique et le sport, en évoquant la politique de De Gaulle. La politique sportive de De Gaulle est faite de l'idée que le sport doit être un outil de politique intérieure et extérieure. Dans l'idée, De Gaulle souhaite voir des Français qui gagnent et qui triomphent sur la scène internationale dans la pratique sportive pour montrer la vitalité de la race et donc de la nation française. De là, cette idée est remarquablement matérialisée, imagée par cette célèbre citation de Maurice Herzog en 1961. De la masse de pratiquants sortira tout naturellement une élite qui permettra à la France de briller dans les compétitions internationales. Pratiquement tous les discours réalisés par Maurice Herzog sur la question sportive durant les années 60 montrent cette volonté de pratiquer par le sport une visualisation d'une force de la France. De là, on a la création d'un haut commissariat à la jeunesse et au sport en 1958 sous la direction donc de Maurice Herzog, qui devient ensuite un secrétariat d'État en 1963. Ces deux structures politiques sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Puis, en 1966, sous la tutelle de François Missoff, on a le droit au premier ministère de la jeunesse et des sports de l'histoire politique de la France. Tout cela montre finalement la montée en puissance du sport, mais également son importance dans la France. Il faut aussi avoir en tête que Maurice Herzog est la personne qui incarne le mieux les valeurs du général de Gaulle. En effet, Maurice Herzog est un célèbre alpiniste qui a gravi l'Annapurna, un mont de plus de 8000 mètres d'altitude dans l'Himalaya en 1950. Dans l'image que vous pouvez voir sur la droite de la slide, vous voyez Maurice Herzog, mais aussi le fait qu'il lui manque des morceaux de doigts. En effet, en escaladant cette montagne, il a perdu des bouts de doigts. Donc il est devenu une sorte d'héros. Il est devenu une sorte de héros national, mais aussi d'un point de vue international, puisque à cette époque-là, dans les années 50, on avait aussi un affrontement entre les différentes nations sur la conquête des différents monts du monde de par l'alpinisme. L'objectif de Maurice Herzog est de mettre la jeunesse et le sport sur un plan principal et d'une priorité de l'État à travers des moyens exceptionnels d'éducation. Au service de la modernisation, grâce à une politique unitaire en agissant sur tous les domaines possibles d'intervention, c'est-à-dire dans le milieu extrascolaire et dans le milieu scolaire. Entre 1966 et 1981, les successeurs de Maurice Herzog vont mener, eux, une politique beaucoup plus libérale et vont privilégier le sport d'élite, contrairement à Maurice Herzog, donc, qui va plutôt privilégier le sport de masse pour faire ressortir les futurs champions pour la France. Dans les années 60, on a le début des lois-programmes que l'on avait évoquées très rapidement précédemment. Ces lois-programmes, concrètement, quelles sont leurs mesures et comment cette volonté se traduit-elle ? Déjà, il faut savoir que ces lois-programmes sont pensées dès 1958, au moment où Maurice Herzog demande un nouvel inventaire. Dans cet inventaire, il se rend compte qu'il n'y a que 52 départements qui n'ont pas de piscine, 13 qui sont sans salle de sport et 11 qui n'ont pas de stade. De là, il essaye de faire voter un plan d'équipement, mais il n'y parvient pas tout de suite.
Il faut attendre le 25 août 1960 et le début des Jeux Olympiques de Rome, qui sont télévisés et qui rassemblent 85 pays pour voir les choses bouger. En effet, les Français n'ont aucune médaille d'or. C'est un grand échec français et on a donc 5 médailles, 2 en argent et 3 en bronze. Maurice Herzog va donc profiter de cette débâcle pour faire adopter un programme pour l'équipement sportif et socio-éducatif du territoire. La première loi dure de 1961 à 1965, la seconde de 1966 à 1970 et la dernière de 1971 à 1975. Elles permettent de résorber le déficit en matière d'équipements publics, sportifs, et elles sont financées grâce à des subventions publiques jusqu'en 1975. On a la construction de grands réseaux d'infrastructures sportives qui sont standardisés, c'est-à-dire que par exemple vous avez tous entendu ou fréquenté une fois dans votre vie un COSEC, et ben les COSEC sont tous créés sur le même plan, ce qui permettait de réduire de manière assez importante les frais d'architecture. En 1960, vous avez la création du Conseil national des sports pour les Jeux olympiques et le sport extrascolaire. On a également le plan Jox-Herzog de rénovation du sport français, qui est discuté au sein de ce Conseil national des sports et qui valorise par des subventions les associations et les mouvements de jeunesse, qui forment des cadres et qui développent des structures en dehors du temps scolaire. Bien évidemment, la majorité des dossiers qui ont été ouverts dans ce Conseil national du sport le sont pour le sport d'élite. Finalement, on a 3 mots-clés au sein de ce Conseil national des sports: infrastructure, élite et éducation. Donc il y a 2 objectifs: mettre les Français au sport dans une logique de performance, toujours, œuvrer pour le prestige de la France dans un contexte de guerre froide, qui est une guerre pacifique, je vous le rappelle. Et Maurice Herzog profite de la défaite des Français pour obtenir donc l'accord du ministère sur le financement des infrastructures. En 1965, vous avez le droit à l'essai de doctrine du sport qui est réalisé avec la coopération de Jean Borotra, dont vous aurez le droit à des extraits dans le cadre de votre TD. Elles servent de cadre de référence au développement sportif du pays. À la suite de ce texte, les textes se succèdent et bouleversent l'organisation du sport français. Donc on a quelques mesures concrètes et importantes qui ont eu lieu durant cette période. En 1960, la création du diplôme de conseiller sportif. En 1963, la création du diplôme d'éducateur sportif, mais également les premiers brevets d'État en 1963, les aides accordées aux sportifs de haut niveau et l'Institut national des sports qui est rénové. Donc enfin, je me répète une nouvelle fois, mais dans les années 1970, il s'agit d'une politique libérale qui s'éloigne des volontés de démocratisation. Donc les années 70 sont situées entre les 30 glorieuses et la récession. Les ministères ont moins de moyens pour mettre en œuvre leur politique. De là, on a Jacques Chaban-Delmas, donc Premier ministre de Pompidou, qui, lui, poursuit une politique dans l'autre sens, c'est-à-dire pour attirer la masse, il faut créer des champions. De là, on a la création du CNOSF, donc Comité national olympique et sportif français, qui n'existait pas avant 1972 et qui est finalement uniquement la fusion des 2 structures que nous avons vues dans la toute première partie, c'est-à-dire du COF et du CNS. De là, donc, en 1975, on a le droit à finalement la loi Mazot, du nom du ministre en charge de la jeunesse et des sports, Pierre Mazot, qui est un alpiniste aussi. Donc cette loi du 29 octobre 1975, dite loi Mazot relative au développement des APS, donne la priorité au sport fédéral de masse et au sport d'élite. L'alpiniste Pierre Mazot, qui est vainqueur de l'Everest en 1978, propose une loi d'orientation qui donne priorité au sport fédéral amateur et au haut niveau. Donc on a la reconnaissance officielle du CNOSF,
Ensuite, la mise en place d'une politique nationale de détection du sport de haut niveau avec la généralisation des expériences du sport-études qui ont été créées au début des années 1970 et la création de l'INSEP. Chargée de 3 missions, l'INSEP, la préparation des athlètes de haut niveau, la formation des cadres et la recherche. Il y a donc la possibilité d'aide pour les fédérations qui émanent de cette loi avec la proposition de personnel technique. On a donc également dans une logique libérale du fait que l'on a de moins en moins d'aides qui sont attribuées aux associations et aux mouvements de façon générale. Ce qu'il faut également retenir, c'est que la loi Mazo est celle qui met officiellement fin aux lois programmes d'équipement sportif et éducatif, puisque Pierre Mazo déclare que le problème de l'équipement sportif est résolu. Donc il n'y a plus de moyens qui lui est accordé. Bien évidemment, cela va de pair avec le début de la crise économique et surtout de la politique menée par le gouvernement qui est très libérale. En 1981, avec l'élection du président Mitterrand, il y a différentes mesures qui se mettent en place en termes de tutelle du sport. On a en 1980 la création d'un ministère qui n'est plus que celui de la jeunesse et sport, mais qui s'appelle le ministère du temps libre, de la jeunesse, des sports et du tourisme, qui est confié à Edwige Avis. Ce ministère exclut directement l'EPS qui, suite aux revendications des professeurs d'EPS, passe enfin, si je puis dire, sous la tutelle directe de l'éducation nationale. Avec la perte de l'EPS, le ministère perd donc une part essentielle de son budget et de ses missions pédagogiques. Il y a donc 1,2 milliard de francs qui passent de l'un à l'autre. Les historiens parlent de la lente descente aux enfers pour le ministère de la jeunesse et des sports. Face à ce vide, on a donc une centration du ministère sur la formation des cadres, des brevets d'État et dans les centres spécialisés. Avec les lois Defferre de 1982 et de 1983, les collectivités locales ont plus de prérogatives. Avec la dotation globale, les régions peuvent investir de la manière qu'elles le souhaitent sur les infrastructures sportives et en fonction donc des différentes particularités locales. En 1984, on a donc la loi Avis relative à l'organisation des APS, qui va dans le prolongement direct de la loi Mazo de 1975. Elle réglemente l'emploi sportif, impose l'obtention d'un diplôme pour pouvoir être rémunéré, mais ne donne aucune précision en lien avec la décentralisation. La concurrence avec les STAPS est en route et vont prendre de plus en plus de place dans d'autres orientations que celles des professeurs d'EPS. Le but de cette loi est de promouvoir l'élite sportive avec une intensification de la collaboration entre les fédérations et l'État et la création donc du statut de sportif de haut niveau. On a la création d'un Conseil national des activités physiques et sportives qui est un conseil consultatif pour les lois et donc la création du professorat de sport. Globalement, ce qu'on observe sur cette période est un désengagement financier de l'État compensé par les apports du Fonds national de dotation sportive. De la fin des années 80 à nos jours, on constate en effet une baisse du budget considérable. Le budget de la jeunesse et des sports concernait un taux de 0,63% du budget en 1980. Il n'est plus que de 0,19 en 1995. Les gouvernements donnent de moins en moins de moyens au ministère, qui est encore celui qui s'occupe des politiques sportives en lien avec l'EPS. On trouve un pic de moyens uniquement dans le cas d'organisation de grandes manifestations sportives, comme les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 ou la Coupe du Monde de football masculine en 1998. Grâce à la décentralisation, les collectivités prennent la place des pouvoirs publics dans la subvention. Un inventaire communal est réalisé par l'INSEE en 1988. Il en vient à la conclusion que toutes les communes ont une palette minimum d'équipements sportifs. La politique vise donc à corriger les inégalités territoriales. Pour Grosborne, Jean-Baptiste Grosborne, qui est en charge de l'équipement sportif au ministère de la Jeunesse et des Sports, l'aide technique de l'État est passée du plan type au schéma type, du plan fonctionnel et aux exemples et conseils.
L'État tente alors de jouer un rôle de conseiller ou de contrôle. Puis ensuite, avec l'alternance des gouvernements jusqu'en 2002, il y a peu de changements, ou plutôt une continuité dans les réformes structurelles qui est largement contrainte par les difficultés financières. En 1991, on a le programme J-Sport, l'équipement sportif de proximité, avec une nouvelle politique de la ville en partenariat avec d'autres ministères. Cette politique a un gros impact sur les associations en général, plus de 40 000 en 1992 et elles sont plus de 60 000 depuis 1900 par année à être créées à partir de 1997, dont surtout des associations sportives qui visent à résoudre des problèmes sociaux. En 1992, vous avez la loi Bretin d'orientation sur l'administration territoriale qui complète la loi Avis. Elle redéfinit les missions du ministère, des missions donc présentant un caractère national, comme la lutte contre le dopage ou contre les violences, mais aussi en lien donc avec les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992, qui sont pris en charge par l'État à 75%. On parle donc de politique sportive intégrée, c'est-à-dire que les différents acteurs publics travaillent en concertation et en synchronisation avec d'autres ministères, comme celui de la protection de l'environnement, du tourisme ou de la sécurité. À partir de 1993, on a un plan rigoureux d'économie budgétaire, donc la parenthèse se referme avec Balladur et Chirac, avec une baisse des budgets. Notamment depuis donc la création du Fonds national de développement sportif, le FNDS, en 1978. Ce fonds est financé simplement par les recettes du loto. Et donc, c'est le début aussi d'une exploitation d'un gisement d'emplois liés au métier du sport, avec des conventions de développement avec les fédérations, donc comme le Sport Emploi 50 000 en 1996 et le Passeport Emploi en 1998. En 1997, Marie-Georges Buffet, qui est une communiste, veut réaffirmer l'influence du ministère dans une politique interventionniste, avec comme exemple la lutte contre le dopage avec l'affaire Festina de 1998, en lien donc avec la troisième cohabitation. Elle met en place la troisième loi sport, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui s'appelle la loi Buffet, autour de 3 axes, donc la fonction éducative et citoyenne, l'éthique, la parité dans le sport et la démocratisation, la modernisation de l'encadrement sportif et la lutte contre la marchandisation des sportifs mineurs. Il y a également une professionnalisation du sport qui s'installe, mais qui est contrôlée. Donc plutôt que de dire qu'il se désengage, on peut dire que l'État change de position et finance le sport en coopération avec les collectivités territoriales, les associations et les fédérations. Donc, depuis 2003, le financement du sport est toujours réalisé par les collectivités territoriales. Ils sont les premiers financeurs du sport avec environ 12 milliards d'euros par an au total. Le financement se fait grâce aux taxes et à la dotation de l'État. En 2016, il y a la loi NOTRe qui s'intitule Nouvelle organisation territoriale de la République. Et elle joue bien sûr un impact directement sur les structures dans la même idée que ce que fut les lois de décentralisation. En effet, cela conduit à la fusion des ligues régionales et à la création de nombreuses contraintes. Le sport est alors une des compétitions de compétences partagées avec les départements. L'organisation du sport est liée alors à la notion de gouvernance. Pour cette notion, nous reprenons la définition d'Emmanuel Bail qui, en 2010, nous donne donc 3 niveaux de gouvernance. La première est organisationnelle, donc en lien avec le fonctionnement associatif. La deuxième est une gouvernance politique en lien avec les différentes réformes politiques, comme la loi NOTRe par exemple. Et la dernière gouvernance est systémique, donc c'est finalement la relation entre les associations et le pouvoir politique aux échelles locales. En 2019, il y a la création de l'Agence nationale du sport. Celle-ci travaille à accompagner les fédérations vers plus d'excellence. Elle travaille aussi pour le sport pour tous, dans le but d'augmenter la pratique d'ici 2024, d'un point de vue des inégalités sociales et territoriales.
L'objectif étant de veiller à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et la pratique sportive fédérale. On a donc ici une nouvelle fois une matérialisation d'une volonté de contrôle ainsi qu'une attention particulière donnée au sport de haut niveau. Cependant, on comprend qu'il y a aussi un enjeu lié au sport pour tous. La société actuelle, d'autant plus avec la crise sanitaire, s'installe dans une situation de sédentarité. Il s'agit donc d'un travail mené par l'État dans le cadre des dispositifs de sport santé notamment. Cet été, il y a eu également la mise en place des passes sport qui visent à offrir 50 € aux familles les plus démunies pour pouvoir faciliter l'inscription dans les clubs des familles les plus pauvres. Il y a donc également un travail à ce niveau-là. C'est aussi visible par la volonté d'être au plus proche des populations, notamment grâce à la politique menée dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV. Il y a 3 étapes qui sont définies en 2021. Donc la première, c'est une échelle à 3 mois pour travailler à l'insertion des jeunes des quartiers par le sport. Donc il s'agit d'une politique dont on a déjà parlé, qui a été menée en 1997 grâce à Martine Aubry sous le gouvernement de Jospin. Mais il s'agit donc de réactiver cette politique qui n'avait finalement pas entièrement fonctionné. La seconde échéance est à 3 ans pour construire des équipements du plan Macron. Donc le 13 octobre 2021, vous avez peut-être entendu le discours assez critique du président de la République devant les médaillés olympiques des Jeux olympiques de Tokyo. Donc à ce moment-là, il en a profité pour présenter les contours d'un nouveau plan d'équipement financé par l'État pour 2024, donc l'échéance des premiers Jeux olympiques. De là, il a fixé un budget de 200 millions d'euros pour la création d'équipements et 50 millions d'euros pour la rénovation des équipements déjà existants. Il a fixé alors pour objectif la création de 1000 dojos, 1000 plateaux multisports, 500 terrains de basket, 500 terrains de paddle, qui est une pratique qui explose, 200 bassins mobiles. L'objectif est d'équiper ou de rééquiper les espaces décrits comme carencés, donc dans les espaces urbains, dans les quartiers prioritaires et ruraux. Des subventions seront proposées à hauteur de 50 à 80% en métropole et à 100% en outre-mer. Enfin, la dernière échéance est à 6 ans, donc pour 2027, avec la volonté de création de cités olympiques dans le but de mettre le sport au cœur de la politique de réussite. Donc durant ces dernières parties, ce qu'on peut constater, c'est que le sport est largement chahuté par différentes mesures, qu'elles soient politiques mais également sanitaires. Et l'objectif est maintenant double, donc il y a la volonté du haut niveau, toujours pour bien sûr dorer le blason français, mais également pour créer aussi ensuite des vocations, et également pour attirer les jeunes vers la pratique sportive. Donc on s'intéressera plus spécifiquement à ça quand on verra l'évolution du champ sportif, mais il y a des politiques qui sont mises en œuvre pour développer la pratique sportive, et la matérialisation de ce fameux plan sport mis en place et souhaité par le président Emmanuel Macron est le signe que le sport devient et redevient un outil en faveur de la cohésion de la population française et une volonté de réussite et d'insertion dans la société grâce à la pratique sportive.